La démocratie congolaise est-elle finalement en péril? Voilà les thèmes de l'émission de ces jours. Nous allons évoquer plusieurs questions qui touchent à cette démocratie, et des questions touchant au non-respect des droits de l'homme tels qu'évoqués par un certain nombre d'acteurs politiques, mais aussi ceux de la société civile. Nous parlerons des questions aussi sécuritaires et des questions liées notamment au fonctionnement des institutions dans notre pays. Voilà, sur ce plateau, pour en parler, nous avons le réel plaisir de recevoir un confrère journaliste. Il est éditeur du Tri Hebdo, Impact News. Il s'appelle bien Joël Cadet. Aujourd'hui, d'aucuns peuvent l'appeler avocat ou maître, même s'il n'a pas encore prêté serment. Il a décroché son diplôme de licence en droit privé, à moins que je me trompe, privé judiciaire. C'est vraiment avec un très grand plaisir que nous allons recevoir dans cette émission M. Joël Cadet Ndanga. Bienvenue. Merci très cher confrère. J'ai toujours aimé être en face de votre intelligence, face à vos intelligentes et intelligibles questions. Et parce que quand souvent vous posez une question, vous avez la réponse à 70% et vous savez relancer vos invités. Ça a toujours été un réel plaisir d'être sur ce plateau et donc c'est un privilège. Que vous Ça fait très très longtemps que nous avons reçu dans cette émission. Les gens vous ont réclamé, mais finalement aujourd'hui vous êtes là. Bon, les charges de l'État, on avait besoin de notre expertise dans certains cabinets politiques. Nous y avons été comme conseillers, comme directeurs de cabinet. Bon, on a compris qu'on a consacré les 4 dernières années pour nous consacrer à l'étude du droit, particulièrement ce qui concerne les questions liées aux journalistes, aux droits, aux infractions qu'encourent les journalistes, les risques qu'ils encourent, mais sur le plan judiciaire, sur le plan juridique aussi. Et nous avons compris qu'il est temps que cette expertise, nous la mettions au service de la profession qui nous a tout donné, parce que nous n'avons pas été dans un bureau nommé, nous n'avons pas été dans un champ de maïs, nous n'avons pas été dans une entreprise publique ou privée. Tout ce que nous avons nous vient de Dieu à travers la profession de journaliste. Je crois que ça serait ingrat de ma part que de ne pas rendre l'ascenseur à la profession qui m'a tout donné. Et d'où le sujet de votre mémoire, hein? Oui, d'où le sujet du TFC, c'était... le TFC, c'était... Le mémoire, d'abord, c'est l'exercice concomitant de poursuite contre un journaliste en droit positif congolais. Donc, un journaliste congolais, en résumé, c'est le citoyen le plus fragile. Le plus fragile. Le plus fragile devant les cours des tribunaux. Donc, il peut être poursuivi et au pénal au même moment, et au civil. Il peut être suivi au disciplinaire. Il peut être poursuivi également au niveau du CESAC. Et toutes les poursuites là se passent au même moment. Ce n'est pas comme pour d'autres personnes, il y a les privilèges de juridiction, les privilèges de poursuite, les immunités. Les journalistes ne bénéficient de rien. Et donc, c'est ce que nous avons appelé la surjudicialisation de poursuite d'un journaliste. C'est-à-dire, c'est les citoyens les plus fragiles. Les autres personnes, vous pouvez le poursuivre comme ça, on vous dit non, non, le pénal tient le civil en état, ou même le civil tient le pénal en état, mais ce n'est pas le cas pour un journaliste. Et avec la loi Mouyaya, les conditions du journaliste devant les cours des tribunaux deviennent de plus en plus très dures, très corsées. Comment ça? Je vous dis, avec la loi Mouyaya, quand vous lisez les articles 113 et 114, donc elles durcissent le poursuite contre un journaliste. On ne définit pas les délits de presse, on ne définit pas les infractions, on appelle atteinte par voie de presse de l'information quoi, aux droits d'autrui, aux bonnes mœurs et à l'ordre public. Et on dit tout comportement d'un journaliste, d'un usager des médias. Et quand on touche au comportement, or, le comportement est jugé par le code de déontologie d'une profession, par le code d'éthique.
Le comportement fait partie, n'est-ce pas, de l'éthique. Mais ici, dans la loi dite Mouyaya, on peut poursuivre le journalisme pour un comportement quelconque. Et cela dépendra de l'appréciation du juge ou du magistrat. C'est pourquoi je suis en train de plaider sur la nécessité de réviser cette loi-là. Ça veut dire, au lieu qu'on la laisse être discutée, adoptée au Conseil de ministres, et où elle durcisse davantage les conditions du journaliste, ou la pénalisation d'un journaliste devient davantage rigoureuse, je suis en train de réfléchir comment est-ce qu'un député peut l'apporter de telle sorte qu'elle soit discutée au moins par 500 personnes dans une commission. Et de temps à autre, les experts qui s'intéressent à la question peuvent aller donner leur contribution quand elle sera débattue, par exemple, dans des commissions. Sinon, le régime répressif du journaliste de 1996 est encore bon par rapport à celui de la loi Mouyaya. Très bien, merci beaucoup. On aura le temps de creuser là-dessus. Alors, parce que vous parlez du journaliste, il y a cette affaire des anciens journalistes qui refait surface. C'est l'affaire Jacques Ndala et Madame Denise Dissochoa Mukendi. Finalement, l'État congolais a décidé de poursuivre M. Jacques Ndala pour propagation des faux bruits. Et l'affaire est fixée déjà, c'est mardi, au tribunal de paix de Kinkole. Joël Cadet, est-ce que finalement, là, ce n'est pas un acharnement sur un acteur politique qui a avoué publiquement avoir été violé lorsqu'il était dans les locaux de l'ANER? Vous vous attendiez déjà à une telle tournure dans cette affaire ici qui a fait trop de bruit dans notre pays? Bon, merci beaucoup, très cher confrère. J'ai vraiment de la peine pour m'exprimer sur ce sujet, étant donné ma proximité avec Jacques Ndala, tout comme avec les deux, Denise Dissochoa. Ce sont mes frères, pas frères au sens de la tribu, mes frères. Mais tribu aussi, hein? Tribu, je dis bien, mais également mes amis. Donc, il m'est déjà arrivé de manger, de partager avec Jacques Ndala. Denise Dissochoa, lorsqu'elle était à Kanankan, elle vient ici, elle m'apporte des histoires un peu de chez nous. Et quand elle me voit partout, elle me trouve. En tout cas, elle ne manque pas de me donner $100, $200, apporte aux enfants. Donc j'ai de la peine vraiment pour eux. Et lorsqu'ils étaient également en difficulté, je leur ai apporté mon appui, mon secours. Donc c'est un peu difficile. Mais là où je ne suis pas d'accord avec eux, et ça, je vous le dis devant Dieu, s'ils suivent, ils vont le témoigner. Je les ai appelés. Quand leur saga a commencé, j'ai appelé Denise, je lui ai dit, arrêtez le terrain où vous êtes en train de partir. Mais pour Denise, pour elle, c'est normal. Tout le monde la connaît, je puis dire entre guillemets folle. Tout le monde la connaît ainsi. Et sa folie profitait d'ailleurs à certains politiciens qui, lorsqu'ils étaient attaqués, Denise pouvait les monter. J'en connais autant. Et les gens pouvaient la monter pour s'attaquer contre leurs adversaires. Et ça, c'est connu. Depuis Kabila, pas seulement du temps de Tshisekedi. Non, depuis Kabila. Et elle appelle ça de game. Donc, c'est les jeux. Alors, Jacques Ndala, que l'on connaît être un grand chroniqueur musical, qui a fait la pluie et les beaux temps dans la profession, qui est encore propulsé par le jeu concours ici lancé par Vodacom. Mais c'est Jackie qui tente d'attaquer Denise. Non, voilà, nous, il faut arrêter et Denise et celui qui est au Canada, c'est qui dinosaure, parce que après le pouvoir de Tshisekedi, nous serons objets de raillerie. Quand Denise l'a entendu, pour elle, quand vous l'attaquez, surtout si c'est sur son terrain de prédilection, surtout si c'est dans la boue, Denise sait descendre facilement dans la boue. Et Denise va descendre dans la boue pour s'attaquer à Jackie. Et elle va fabriquer des histoires. Fabriquer? Je dis bien, mentir. Parce qu'elle-même, même dans son instruction, quoique l'instruction soit secrète, et
ça peut se dire parce que ceux qui ont violé le principe du secret de l'instruction, ce sont ceux qui l'ont entendu et ils l'ont même filmé. L'instruction préjuridictionnelle. L'instruction préjuridictionnelle. Donc, elle a nié. Pourquoi? Elle s'est livrée à son exercice habituel d'attaquer et de recevoir. Et si vous restez sur ce terrain-là, c'était la même chose avec... Vous pensez que quelqu'un peut vraiment jeter son honneur en pâture comme ça pour charger un acteur politique connu et gratuitement, sans qu'il n'y ait rien, sans que rien ne s'est passé? Je vous dis, je connais les deux et je vous dis des choses que j'ai échangées avec eux. Alors, Jackie va s'énerver, pourquoi? C'est quand Denise a parlé de sa mère. Et ça même à moi, il m'a dit, partout où je vais croiser, où je vais rencontrer Denise, en tout cas je vais rentrer en prison, je vais la tabasser. J'appelle Denise, je lui dis, arrêtez votre histoire là, si vous pouvez vous entendre, vous êtes sœurs et frères. Denise me dit aussi, partout aussi je vais le trouver, je vais le tabasser. Et c'est dans cet entre-temps que quand Jackie a contre-attaqué, Denise maintenant va fabriquer ses mensonges pour presque charger les services. Vous appelez ça mensonge? Alors que l'image de la République, de nos services est un même monsieur, vous appelez ça mensonge. Mais moi je vous dis, c'est dans ce que j'ai appelé sa folie. De ternir même l'image du régime, des services d'intelligence comme c'est dans ces délires. Et d'ailleurs, la période où Jackie a été arrêté, Denise n'était pas au pays. Denise n'était pas au pays. Quand elle n'a pas dit qu'il a été arrêté. Elle dit, je vous ai arrêté. Denise a dit, je vous ai arrêté. Je t'avais fait arrêter. Et on t'a visité derrière. Et donc, c'est là, mais laissez-moi un peu revenir sur les conditions d'interpellation de Denise, comme de mon jeune confrère Patrick Lokala. Cher ami, nous sommes dans ce pays, on a vu des ministres qui ont détourné des millions. On a vu des mandataires qui ont détourné des millions. On a vu des criminels de toutes sortes être attraits en justice. Et quand on va, ils bénéficient de toute la facilité mise en place par la loi, par la procédure, qu'il s'agit de la procédure pénale ou civile. On vous envoie le premier mandat, le deuxième mandat, et quand vous ne répondez pas à ces deux premiers mandats, c'est alors qu'on procédera par le mandat d'amener. De prise de corps, hein? Non. Mais ici, s'il s'agit d'un journaliste, et ça vous allez vous rappeler, depuis Mike Moukebaï, notre confrère Pius Romer-Roland, notre... Yves Bouya, ils sont trop nombreux. Donc, ça se passe par... On vient vous enlever. Et pire, les agents du parquet ont ajouté une nouvelle méthode qui salit notre justice, c'est filmer la personne que l'on a arrêtée. Alors que cette personne jouit de la présomption d'innocence, il n'y a que le juge qui peut établir sa culpabilité. Mais maintenant, vous l'arrêtez dans la brutalité, comme celle qu'on a observée chez Patrick Lokala, comme celle qu'on a observée dans l'arrestation de Denise. Moi, je ne sais pas où est-ce qu'on veut nous amener. Et vous prenez les personnes là, vous les filmez. Alors, en ce qui concerne mon ancien confrère Jackie Ndala, le vrai problème, lui, en a profité avec les injures de Denise pour sa popularité, pour sa célébrité. Sa popularité? Oui, contre sa dignité. Non, ça veut dire qu'on sait que je suis un politicien qui a été victime d'une agression sexuelle par derrière et en conséquence, sa cote montrée dans la population, dans l'opinion. Il a fait ces déclarations-là pour accroître sa cote de popularité? Exactement, parce qu'il n'a même pas tenu compte de sa dignité. Il n'a même pas respecté ses multiples et nombreux enfants. Il n'a même pas respecter les mères de ses enfants. Parce que Jackie a une grande progéniture. Et moi, ça m'a fait très mal qu'il ait reconnu. Cher ami, moi, je connais des gens. Je connais un serviteur de Dieu qui a été visité. Qui a été sodomisé. Mais ce sont des pratiques. C'est les mots, hein? Oui. Ce sont des pratiques dans toutes les prisons du monde. Ce n'est pas seulement en RDC. Les prisonniers eux-mêmes font ça se passe. Mais on s'en informe. Pourquoi on dit taille basse? L'origine de taille basse, c'était quoi dans les prisons américaines? C'est lorsque quelqu'un a besoin qu'il vous montre que non, messieurs, c'est troué. Venez entrer. Et ce sont des prisonniers qui se le font. Et c'est dans toutes les prisons du monde. Ce n'est pas seulement en RDC. Alors, pourquoi va-t-il l'accepter?
Et qu'est-ce qu'il avait derrière la tête? Et aujourd'hui, parce que ça, comme lui a dit, il a reconnu que c'était dans les locaux de l'ANER. C'est que Denise n'avait pas dit. Et c'est lui qui a répandu des faux bruits. Et le faux bruit, c'est le fait d'inciter, d'exciter la population ou à la soulever contre les pouvoirs publics. Contre les pouvoirs publics. Et la peine, elle va, je crois, si ma mémoire est bonne, de 2 mois à 3 ans de prison ferme. Mais est-ce que vous basez sur quoi pour affirmer cela? Est-ce que Denis Dissochoa n'a pas été influencé pour nier les faits afin que la justice ou les régimes puissent profiter pour encore mettre la main sur Jacques Ndala? Pensez-vous vraiment qu'il n'y a aucune preuve sur laquelle Jacques Ndala s'est basé pour faire cette dénonciation-là? Cher ami, moi je vous dis que j'ai parlé avec eux avant que cette histoire ne prenne l'ampleur. J'ai parlé avec eux. Moi je vous dis, là où Jackie, ça l'a touché, ça l'a blessé, c'est lorsque Denise Dissochoa a touché à sa mère. C'est là où elle a blessé son amour propre pour la mère chez nous, vous le savez. Vous pouvez autant insulter le papa que... Insulter le papa que la mère. Et vous savez que c'est très grave. C'est lorsque Denise a touché à la mère de Jackie que Jackie est revenu. Et dans le jeu de Denise, c'est du game, allez, au tché-na-tché, au beti-na-beti. Et comme c'est sur les réseaux sociaux, les ridicules ne la tuent pas. Et donc, elle est déjà connue ainsi. Donc, il n'y aura pas quelqu'un qui va lui dire, elle peut citer n'importe qui. Pour elle, dans sa conception, dans sa perception, elle était dans son game. Non, mais alors, entre Denise et Jacques Ndala, pensez-vous aujourd'hui qu'on peut relâcher qui? Est-ce que le fait de poursuivre Jacques Ndala ne va-t-il pas aggraver encore, ternir encore davantage l'image de la RDC qui, du point de vue des droits de l'homme, est déjà mise à l'écart, hein? Vous savez, le mal que nous avons, cher ami, c'est l'ignorance des lois qui régissent ce pays, particulièrement le code pénal. Et pourtant, les livres se vendent ici, sur la rue. Les infractions de A à Z. Il y a le juge Chizungu qui a écrit. Vous pouvez vous procurer cet ouvrage-là et vous verrez que notre code pénal, qui date de 1941, a été rédigé pour davantage durcir la condition du colonisé, des Congolais. Et ces codes, quelles que soient les modifications qu'il a connues, ne permettent pas aux Congolais d'être libres ou de jouir des droits de l'homme tels que édictés en 1948 et tous les autres traités et accords qui ont été ratifiés par la République démocratique du Congo. Alors, quand vous ne connaissez pas ça, c'est là que vous tombez dans les infractions telles que la propagation de faux bruits. Mais c'est dans la loi. C'est dans la loi. L'effort qui aurait été fourni par la plupart des défenseurs des droits de l'homme, moi je crois que c'est mener un plaidoyer pour la révision de certaines dispositions du code pénal, de la législation légale, de la législation pénale que nous avons dans notre pays, en vue d'assouplir les conditions de personnes. Et je vais vous dire une chose. Vous savez, la plupart des gens ne sont pas en prison, c'est parce qu'il n'y a pas de poursuite en justice. Si on devrait aller en justice, surtout pour nous les journalistes, si les journalistes ne sont pas en justice, c'est parce qu'il n'y a pas de poursuite. S'il y avait des poursuites contre les journalistes, en tout cas nous serions tous en prison. Moi y compris. Moi y compris. Parce que, et c'est là où je condamne très souvent, particulièrement, vous qui présentez de telles émissions, ou moi-même qui écris, nous ne sensibilisons pas les gens sur la législation pénale de notre pays. Elle est très dure. Il y a des émissions, spécialisées qui sont présentées par d'autres chroniqueurs. Oui, c'est là où je vous dis. Par exemple, en ce qui concerne la propagation de faux bruits, cher ami, il suffit qu'à tel que nous sommes là, j'étais sur un plateau il y a 3 ou 4 jours, je suis avec quelqu'un qui facilement comme ça débite sur un plateau de télévision que notre armée, on a pris les mercenaires qui sont payés
j'espère que les gens ne vont pas couper ça pour dire que c'est moi qui le dis. Je dis bien c'est quelqu'un qui l'a dit. Heureusement, l'intégralité de votre émission restera. Oh non, moi j'ai dit, messieurs, vous savez que vous êtes en train de démoraliser les troupes au front. Que quelqu'un qui est au front entende qu'il y a les mercenaires qui sont payés lourdement. Et nous, moi je souffre. Et qu'ils prennent l'arme, qu'ils se tuent au regard des charges qu'il a de l'épouse, des enfants, ainsi de suite. Comment vous allez répondre? Et la démoralisation des troupes au front, vous connaissez la peine? C'est la peine capitale. Donc c'est comme vous êtes civil, on vous met au stade des martyrs là-bas et vous êtes pendu. Revenons maintenant à l'affaire Jacques Ndala. Aujourd'hui, là, est-ce que ce n'est pas la victime, Jacques Ndala, qui devait encore passible de poursuites alors qu'il est de notoriété publique, que c'est lui qui a été sodomisé par les services? Une chose, c'est de dire que vous avez été sodomisé, vous avez été tabassé, vous avez été agressé, vous avez été violé. Mais une autre chose, c'est de le prouver. Or, pour le prouver, il faut qu'on établisse un certificat médical. Il faut qu'il y ait une attestation. Et cette attestation-là, ce n'est pas vous, Charlequin, mon frère, qui allez l'établir. C'est un médecin légiste qui doit le faire, après avoir procédé aux examens. Deuxième élément, pourquoi depuis tous ces temps qu'il n'était pas en difficulté avec sa sœur? Depuis 2 ans, hein, plus de 2 ans. Pourquoi ne l'a-t-il pas dénoncé? Peut-être que parce que... In tempo non suspecto. Oui, il a protégé sa dignité. Mais qu'est-ce qui pousse qu'aujourd'hui, il puisse accepter que sa dignité-là soit jetée? Parce qu'il y a quelqu'un qui a dit que c'est elle qui était à la base de ça. Voilà. Peut-être ça. Et en le disant aujourd'hui, il devrait s'imaginer les conséquences. Parce que maintenant, on l'a invité en justice pour qu'il le prouve. Et si l'audio que j'ai entendu est sien, en tout cas, je le vois rentrer en prison comme il me l'avait promis. Quel audio? Il y a un audio où il sollicite même... Non, mais il avait dit que c'était lui-même. Il avait dit que c'était lui-même dans cet audio-là. Qu'il a été trahi par l'un de ses amis, frères. Alors, vous comprenez. Donc, c'est là où nous posons des actes sans examiner les conséquences. Or, les conséquences, maintenant, c'est pas la famille qui va régler ça, c'est la loi qui va le régler. Et maintenant, ça dépendra de l'intime conviction des juges. Et je vous dis que c'est 2 mois à 3 ans de prison. Et je ne vois pas les services mis tels qu'ils sont là. C'est la République qui a été touchée, c'est la République qui a été salie. Je ne vois pas les services ne pas insister pour qu'ils soient réellement condamnés pour se laver. Parce que pour l'instant, la République a besoin d'être lavée au regard des allégations de l'un comme de l'autre. Et quel va être le sort maintenant de Denis Dussochoa? Ça dépendra de la manière dont elle va se défendre. Ça dépendra. Mais elle a tout nié. Elle s'est déjà défendue en niant en bloc. Tout. Écoutez, non, il y aura audience, je crois. Si je ne me trompe pas, son avocat m'a dit qu'il y aura audience ce mercredi. Je crois qu'il va comparaître. Tous les dilatoires ont été, je crois, étouffés dans l'œuvre par la Chambre. Je crois que ça dépendra de la stratégie. C'est la stratégie de tout nier. Il n'est pas interdit. La loi n'interdit à personne. Bon, elle a tout nié, ça c'est clair. Ce n'est pas un secret. Elle a tout nié. Mais est-ce que le fait qu'elle ait tout nié vaut son acquittement? Il y a plusieurs paramètres qui entrent dans la ligne des jeux pour que le juge puisse établir son intime conviction. Il y a les témoignages, il y a les preuves matérielles qui devront être apportées, les comportements même du prévenu qui est mis là-bas, la manière dont il va parler. Tous ces paramètres-là permettent au juge d'apprécier si la personne, dans ce qu'il a nié, est-ce qu'il y a la vérité dans le reniement ou il procède par un déni ou il a réellement dit ce qui se passe. Joël Kadé, il est clair aujourd'hui, l'État congolais poursuit M. Jacques Ndala pour propagation des faux vrais. Cela veut dire que il n'y a pas établissement de viol. Ça c'est clair. Le fait que l'État congolais les poursuive. Et
de l'autre côté, la dame a tout nié. Ça va se passer comment? Notamment pour les cas de la dame. Cher ami, je vous dis, je ne vois pas cette République, je ne vois pas les agents au niveau de la NER violer quelqu'un comme Jacky. En quoi Jacky était-il une grande menace? Le vrai problème est qu'il avait dit, partout où vous êtes, allez, allumez le feu. Il avait incité la population à la violence. Il avait incité la population au meurtre. Et c'est ce pourquoi il avait été arrêté. Et en quoi Jacky est-il une grande menace pour qu'on détruise sa personnalité en l'agressant sexuellement? Parce que des gens à qui on fait ces histoires-là d'une manière générale, de par le monde, de par les sciences politiques que j'ai apprises, on le fait par exemple envers un grand politicien qui constitue une menace pour en effet détruire sa personnalité. Il sent que sa personne a été diminuée, elle a été détruite pour ne pas revenir. On le fait envers un grand criminel qui ne peut pas changer. On sent que celui-ci pose tel ou tel autre problème dans la société, sur le plan criminologique. Donc c'est quelqu'un qui ne peut pas être réintégré dans la société. Mais Jacky, en quoi, il y a 3 ans, constituait une menace pour la République? Jacky n'est violent que verbalement. Et peut-être, c'est un sportif. Et de par sa nature de sportif, Jacky ne peut pas se livrer à une violence physique. Jacky ne peut pas se battre avec n'importe qui. Et ça, je le dis parce que je le connais. Et dire aujourd'hui que les services les agents de service l'ont violé, je puis dire, sans peur d'être contredit, que c'est un mensonge. Mais est-ce que la dame ce soir ne mérite-t-elle pas d'être condamnée lourdement aujourd'hui au regard de la connaissance des faits que vous avez? Mais deuxième élément également, chers confrères, il faudrait que les juges établissent la manière dont ils ont obtenu la preuve. Parce que pour obtenir on ne peut pas obtenir la preuve frauduleusement. Parce que la fraude corrompt tout. Et sur base juste de cet élément, parce que le parquet qui a arrêté Denise, qui est l'accusateur, devra prouver de quelle manière, devra démontrer de quelle manière il a accédé à la preuve mise à charge de Madame Denise. Et là, j'ai peur. Et les gens risquent de croire que non, c'est parce qu'elle est kassaïenne, c'est parce qu'elle est Moulouba, c'est parce qu'elle défend le pouvoir, c'est parce qu'elle est communicatrice du pouvoir. Je vous préviens déjà qu'au regard de cet élément, si le parquet ne convainc pas le tribunal, parce que le tribunal, pour le tribunal, et Denise et le parquet, ce sont les parties au procès. Alors, si le parquet ne prouve pas, ne démontre pas de quelle manière, et s'il a obtenu la preuve par fraude, elle sera acquittée. Denise ce soir? Oui. Parce qu'il faudrait... Et puis pour obtenir la preuve, comme cet élément est obtenu, je ne suis pas en train de donner les stratégies de défense au conseil de Denise. Notamment Laurent Ochumbe, mon ami. Oui, notamment Laurent Ochumbe, que je salue en passant. Et donc, je ne suis pas en train de leur donner les stratégies de défense. Mais sinon, là je parle de droit. Parce que pour obtenir la preuve, comme c'est sur YouTube qu'ils ont eu, il faudrait qu'ils montrent comment ils ont payé à YouTube ou à Facebook pour acheter cette preuve. Mais la vidéo est sur TikTok, un peu partout. Ça circulait partout. Que la vidéo soit sur TikTok, cela ne vous donne pas le droit d'en faire usage, mon cher ami. Cette émission, c'est une propriété, pour l'instant, de Amen TV. Lorsque vous prenez cette émission, vous la mettez sur YouTube, elle devient la propriété de YouTube. Et pour en faire usage, il faut être venu une, deux, jusqu'à Amen TV, vous achetez le droit d'en utiliser. Donc vous ne pouvez pas vous mettre dans un cybercafé, vous coupez les morceaux de cette émission et vous brandissez devant la justice. C'est là où le droit est compliqué. C'est là où les gens disent que les avocats mentent. Bon, moi aussi je le disais, avant de connaître certaines choses. Parce qu'on vous dit juste cet élément ici, que le parquet, le ministère public, puisse sortir comment elle a obtenu la licence. Comment elle a obtenu la licence de faire usage
de la vidéo de Mme Denise. Parce que TikTok, quand vous mettez un élément sur l'Internet, ce n'est plus votre propriété, mon cher ami. Mais votre émission ici, une fois qu'on a fini ici, nous l'avons fini, vous prenez, vous la chargez sur Internet, ce n'est plus votre propriété. Ça devient la propriété. C'est pourquoi on vous dit que le propriétaire de Facebook, c'est un milliardaire. Mais c'est parce qu'on achète le droit d'exploitation. Donc vous ne pouvez pas prendre l'émission comme ça et en faire usage. Merci beaucoup, Monsieur Joël Cadet. Autre chose, c'est ce débat en RDC sur les changements ou la révision de la Constitution, Joël Cadet Ndanga. Aujourd'hui, d'aucuns pensent que Félix Tshisekedi est en train de fragiliser la démocratie dans notre pays. Les acquis démocratiques dans notre pays ont coûté des sangs, des litres et des litres de sang des Congolais versés depuis Mobutu jusqu'à aujourd'hui. On a connu une première alternance démocratique en 2018, premières élections démocratiques post-Mobutu en 2007. Et finalement, Tshisekedi est arrivé au pouvoir. La première alternance démocratique dans l'histoire de notre pays. Et là, on parle déjà du changement de la Constitution pour un troisième mandat. La RDC qui se croyait déjà placée sur l'orbite de la démocratisation définitive se voit encore reculer. Votre point de vue, Joël Cadet? Dans ce débat, je dois avouer sans crainte que je suis parmi ceux qui ont lancé ces débats. Depuis l'ancien mandat de Félix-Antoine Tshisekedi. L'ancien quel débat? Le débat sur le changement de la Constitution. Ah bon? Vous êtes parmi ceux qui ont lancé ces débats? Je suis parmi eux. Et je puis citer, la personne, c'est Nazem Nazembe. Et c'est depuis lors, dans mon journal, le député provincial du Haut-Katanga, de Lumbashi, d'origine libanaise. Nazem Nazembe. Oui. C'est lui le propriétaire de la chaîne Malaika. Malaika, ok. Nous avons lancé ce débat depuis, ce n'est pas aujourd'hui. D'ailleurs, même sous Kabila, si ma mémoire est bonne. D'ailleurs, sous Kabila. Mais nous, le problème que nous avons, la thèse que nous avons développée avec Nazem à l'époque, c'était qu'il faudrait que nous ayons une constitution qui consacre la démocratie consensuelle. Ça veut dire, vous gérez avec les gagnants et les perdants, proportionnellement au pourcentage. Ça veut dire, au niveau de l'Assemblée provinciale, par exemple, de Kinshasa, les gagnants sont à 70%, les perdants sont à 30%. Donc il faudrait que les perdants, dans le gouvernement provincial, qu'ils participent à la gestion, qu'il y ait une sorte de co-gestion. Parce que la démocratie chez nous, c'est quoi? La démocratie, ce n'est pas ce que nous sommes en train... La démocratie, le seul fait qu'un Moulouba, qu'un Mouchilele soit au gouvernement, et que moi je suis Mouchilele, et que le Mouchilele là ne me donne rien. Le seul fait là, il y a une sorte de fierté là dans la tête. Donc le seul fait que Kinkambele Mbele soit au gouvernement, donc la démocratie africaine, elle est une démocratie sociologique. Elle n'est pas à la manière de l'Europe, où les gens votent le programme, les gens votent les idéaux, et ainsi de suite. Nous étions en train de parler, quand vous êtes venu me chercher en bas, nous étions en train de parler d'un politicien. Vous me disiez que non, il s'est rebiffé. Mais je dis, le problème c'est que chez nous, les gens... Là c'est Olivier Kamitato, je dois citer ce nom. Oui. Les gens n'ont pas d'idéal. Les gens, c'est au moment où le pouvoir me profite à moi. Donc ma position est liée à ce que je gagne ou ce que je perds. C'est là l'erreur. Donc la première chose, c'est que je gagne ou c'est que je perds. Donc dans la mesure où je suis au gouvernement, ma vision ou ma perception dépend de ma position. Mes déclarations d'aujourd'hui dépendent de ma position. Si ma position aujourd'hui est confortable par rapport à la révision ou au changement de la Constitution, donc j'adopte, je suis pour la révision, je suis pour le changement. Mais si ma position ne me conforte pas dans le changement de la Constitution, j'ai dit non, sans donner les raisons. C'est la première erreur que les gens commettent. Deuxième erreur, c'est de croire, pour ceux qui sont du camp opposé ou ceux qui sont pour la révision ou le changement de la Constitution, de lier ça
à la personne de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Donc si nous disons que nous nous maintenons pour le changement de la Constitution, pour que Tshisekedi rempile un troisième mandat, c'est là la deuxième erreur. Et la troisième erreur que l'on commet est que ceux qui disent non ou oui ne vous donnent pas des raisons. Mais moi, je vais vous donner des raisons pour lesquelles moi, je soutiens qu'on aille dans la 4e République. Ah bon? La première, je vous avais déjà donné, c'est que nous ayons une constitution qui consacre la démocratie consensuelle. Où est ceux qui ont gagné et ceux qui ont perdu? Donc, il n'y a pas de problème. Ça s'est déjà pratiqué dans notre pays. Où nous avons vu, durant Kabila, ceux qui avaient gagné et ceux qui avaient perdu, les gens de MLC, on a... Là, mais maintenant, qu'est-ce qui se passe? On pique dans l'opposition quelques personnes, on cogère avec eux. L'avantage de la révision de la démocratie consensuelle, c'est quoi? C'est que ça nous évitera les contestations post-électorales. Vous avez vu au Kenya combien il y a eu de morts. Vous avez vu au Zimbabwe combien il y a eu de morts. Mais pour trouver la solution à ça, il a fallu que le président au pouvoir puisse co-gérer, puisse nommer le Premier ministre ou le vice-président, le leader de l'opposition. Au Zimbabwe, c'est la même chose qui a été faite. Ici, chez nous, on a piqué quelques opposants pour qu'ils entrent au gouvernement. Donc les gens de Mbemba, le François Mwamba, le Thomas Louaka. Oui. Voilà. Donc on les a piqués pour co-gérer avec. On a pris Tchibala ici dernièrement. Mais au lieu qu'on le fasse d'une manière frauduleuse, on le consacre dans la Constitution. C'est ça la première raison. La deuxième raison, les gens crient, cher ami, que nos institutions sont budgétivores. Aujourd'hui, heureusement, nous n'avons aujourd'hui que, maintenant on avait 11 provinces. On avait des gouverneurs qui avaient chacun entre 5 et 10 conseillers. En tout cas, tous les cabinets du gouverneur, c'était 10 personnes. Ça permettait. Et on avait notre capitale et on avait, je crois, 145 territoires. On a 145 territoires, pas on avait. On a encore jusque-là 145 territoires. On a 145 territoires. Donc je dis tous les territoires que nous avons. Mais aujourd'hui, avec Matata, on a multiplié les villes. Il y a de nouvelles villes. J'aimerais un peu... Je vais revenir, le jour où je reviendrai, je vous dirai combien on a créé des villes. Tchimboulou n'était pas une ville. Moi, quand j'ai quitté Tchikapa en 1990, 97, la dernière fois où j'ai visité Tchikapa, c'était en 95, pardon. Je vous dis que Tchikapa, c'était un territoire. Mais aujourd'hui, Tchikapa, c'est une ville avec 5 ou 4 communes. Tchimboulou, c'était un territoire. Aujourd'hui, Tchimboulou, c'est une ville. Kasumbalesa, c'était une cité. Aujourd'hui, Kasumbalesa, c'est une ville. Minembwe n'était qu'un secteur. Aujourd'hui, Minembwe, c'est une commune urbano-rurale. Combien de communes on a créées? Et quand vous comptabilisez maintenant les nombres de gouverneurs que nous avons aujourd'hui, nous en avons 26. Et ils ont chacun un cabinet politique constitué d'au moins 10 personnes sur le plan politique. Comptons le personnel d'appoint. Comptons le personnel administratif. Maintenant, quittons le gouvernement et constitué d'au moins 10 personnes, 10 membres. Chaque membre du gouvernement a un cabinet politique. Directeur de cabinet, des conseillers. Le gouverneur a son cabinet, constitué d'au moins 10 personnes. Et quand vous quittez là, les députés provinciaux, dans certains édits ou dans certains règlements intérieurs, il est prévu qu'un député provincial ait un assistant ou 2 assistants parlementaires. Un assistant. Un assistant parlementaire. Et qui est payé par l'État. Qui est payé par l'État. Comptons, on a combien de députés provinciaux? À Kinshasa, je crois que c'est une 50aine. Vous descendez au niveau de maires, des villes, si on organisait les élections urbaines. Bon, d'ailleurs, oui, on les a faites. Donc, si vous descendez au niveau de la ville, les conseillers communaux, vous avez le maire, vous avez les conseillers urbains, non, les conseils urbains, les conseils urbains, et puis vous avez
vous avez le comité exécutif qui est une sorte de gouvernement au niveau de la commune et de la ville. Et on a combien de villes? En tout cas, pas moins de 50 villes, à ma connaissance. Pas moins de 50 villes. Maintenant, descendons au niveau des communes. Matata a créé combien de communes? Matata a créé beaucoup de communes. Et chaque commune doit avoir un bourgmestre et il doit avoir également un conseil municipal et un comité exécutif municipal. Regardez la masse d'argent que le trésor débloque. On ne s'arrête pas là-bas. Pour le personnel politique, hein? Pour les personnels politiques. Descendons au niveau des chefferies. Parce qu'il est prévu aussi les élections locales au niveau des chefferies. Donc au niveau des chefferies également, vous avez un conseil de la chefferie avec un comité exécutif et un conseil pour cette commune-là. Si on débloquait tout cet argent, le pays est hyper institutionnalisé, cher ami. Le pays est hyper institutionnalisé. Et cet argent qu'on donne aux ministres provinciaux, je quitte un peu là. Je quitte là. Revenons maintenant au niveau national. Dites-moi quel est l'apport du Conseil économique et social. Depuis que le Conseil économique et social, il y a 77 membres. L'État débourse de l'argent pour ces gens. Nous avons un ministère de la communication et des médias et de l'autre côté, vous avez un conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication. Pour quelle raison? Parce que les matières qui pouvaient être traitées. Et d'ailleurs, quand vous regardez nos ministres de la communication et des médias, quel est le ministre qui a déjà été ministre? En tout cas, je n'en connais pas. Peut-être Toussaint. Les ministres qui ont été déjà ministres, c'est-à-dire oui. Ce sont des porte-paroles du gouvernement. Oui. C'est là où ils excellent. Oui. Est-ce qu'ils prennent en charge les questions liées à la presse? Dis-moi un ministre qui est déjà venu, même dans nos manifestations. C'est Élisée Odia qui l'a décrit lorsque nous avons célébré le samedi dernier la journée internationale de lutte contre l'impunité des crimes commis contre les journalistes. Le ministre vient, il fait son discours d'inauguration et après, je suis occupé. Est-ce que c'est-il déjà assis pour qu'on débatte de la question liée à la gestion de la communication dans notre pays? C'est-il déjà assis avec nous pour qu'on débatte, qu'il s'agisse de Mende, qu'il s'agisse de Kamere, qu'il s'agisse de tous les ministres qui ont fait le défilé à la tête du ministère? Se sont-ils déjà assis en dehors de venir inaugurer et clôturer nos cérémonies? Mais ils excellent dans le porte-parole là. Alors, voilà pourquoi vous voulez qu'il y ait changement de la Constitution. Pour ces raisons-là. Les raisons de la multiplication du personnel politique vous pousse aussi à accepter les changements de la Constitution. Parce que le budget est pris en charge, le budget déjà à 70%. Il va pour faciliter le personnel politique. Et il l'avait fait, qui le dit? C'est le professeur Kabamba lui-même, l'auteur de la Constitution. Kabamba. Oui, c'était pour que les belligérants, que personne ne soit laissé pour compte. Et eux, leurs femmes, tous ceux, les militaires qu'ils avaient. Donc, ils sont servis au niveau de l'armée, ils sont servis au niveau de la police, ils sont servis au niveau de l'ANER, ils sont servis au niveau politique. Donc, il ne pouvait pas y avoir quelqu'un. Et c'est pourquoi nous l'appelons la constitution des belligérants. Et quand vous regardez, Maître Elzo, vous avez le ministère des droits humains, et à côté, vous avez la Commission nationale des droits humains. Dites-moi, si nous voulons, et moi je l'avais dit, depuis Kabila, même durant la première mandature de Félix-Antoine Tshisekedi, moi j'avais dit, si Tshisekedi veut laisser un héritage à ce pays, comme il a dit que 2 mandats, c'est trop pour lui, papa, qu'il nous laisse la 4e République. Ah bon? C'est ça le plus grand héritage qu'il peut laisser? Qu'il peut laisser à la population. Et nous allons, l'histoire retiendra que Tshisekedi a engagé les réformes pour réduire le nombre de territoires et qu'est-ce que je dis? Le nombre de provinces, qu'on revienne à 11. Ah bon? Mais oui, qu'on revienne à 11. Mais donc là, on va mettre de côté tous les acquis du dialogue intercongolais parce qu'il a été démontré, notamment par beaucoup de rédacteurs de cette constitution, que la constitution que nous avons aujourd'hui, c'est la meilleure des constitutions. Mais moi, je vous ai donné les éléments, mon cher ami. Moi, je préfère qu'on reste sur les principes.
Je n'entre pas dans les sentiments. Moi, je crois au respect de la parole de Tshisekedi. Je crois qu'il va partir après son deuxième mandat. Mais alors qu'il engage une constitution qui privilégie le développement de ce pays. Une constitution qui va réduire le nombre des institutions. Ou même au Sénégal, on a supprimé le Sénat. Dites-moi, en dehors de la seconde lecture, nous avons une Assemblée nationale qui a déjà 500 personnes. Pourquoi on ne peut pas? Et en plus, en dehors de notre constitution, qui a rendu l'État hyper institutionnalisé, vous avez des lois qui ont été rédigées, qui garantissent la vie de ceux qui ont animé les institutions jusqu'à leur mort, même après leur mort. Les chefs de corps. Les chefs de corps. On a décrié Kamita Tola, dont vous avez parlé. Mais il est parmi les 13 parlementaires qui sont pris en charge par le Trésor public. Les 513 députés. Les 513 députés. Mais Kamita est dedans. Kamer était dedans. Bochab est dedans. Mbosso est dedans. Et voyez-vous un peu. Bosso est payé. Mais c'était finalement, ils étaient quand même des chefs de corps. C'est ce que je dis. Ils peuvent être supportés par l'État congolais. Le monde a été fait pour qu'il soit cyclique. Et même la terre, elle est ronde. De telle sorte que, quand elle tourne, qu'un jour aussi vous puissiez vous retrouver. Pas que maintenant, là, Bosso par exemple, ou Bahati, il est pris en charge par le Trésor public. Doublement, Deuxième vice-président de l'Assemblée nationale ou deuxième vice-président du Sénat. Et il touche encore comme ancien membre du Sénat, ancien membre président du Sénat, ancien. Et en plus de toucher comme émolument d'ancien président du Sénat, il touche également, c'est Sopa, je crois. Il touche également une indemnité là de députés et c'est jusqu'à la fin de la vie. Des anciens députés. Aussi longtemps qu'ils seront appelés anciens députés. Est-ce que vous savez, les premiers ministres tels que les Tshisekedi et consorts continuent à bénéficier de ces primes-là, continuent à être payés. Donc jusqu'à la fin de la vie de Bruno Tchibala, il sera payé. Alors, qu'est-ce que lui a fait de mieux que vous n'avez pas fait? Parce que les gens qui vous disent non à la révision, au changement de la Constitution, là, ils ne vous donnent pas de raison. Leur problème, c'est que Tshisekedi veut rester au pouvoir. Mais est-ce qu'ils n'ont pas raison? Parce que s'ils disent que, en se basant sur beaucoup d'exemples à travers l'Afrique, la Côte d'Ivoire, le Congo-Brazzaville, tous les pays qui ont connu des changements de constitution, le président s'était représenté parce que là, le compteur est à zéro. S'ils s'appuient sur ça pour dire que c'est une occasion pour Tshisekedi, et pas seulement Tshisekedi, mais Kabila aussi de revenir comme candidat, voilà pourquoi ils refusent. N'ont-ils pas raison de le faire? Chers frères et chers confrères, regardons et lisons cette constitution. Et vous verrez qu'il y a beaucoup d'erreurs. Cette constitution avait été élaborée pour préparer lentement et sûrement la balkanisation de notre pays. Parce qu'on sait que... La balkanisation? Oui. Le mot est trop fort là. Tout Congolais est lié à sa tribu. Nous avons ce que l'on appelle en politique la culture politique paroissiale. Et cette culture qui fait que je me sens plus de ma tribu que d'être Congolais. Et d'ailleurs, je ne vais pas le dire, c'est le journaliste Kimpe qui est en Belgique qui le dit. Et d'ailleurs, il n'y a que les Balouba qui se sentent plus congolais. Oui, qui se sentent plus congolais que Moulouba. Moulouba a un peu honte d'être Moulouba. Mais il aime se présenter comme congolais, contrairement aux autres. Je n'engage pas un débat sur l'incitation à la haine tribale ou l'appréciation ou la louange d'une tribu. Donc, c'est justement pour vous dire que si on ne change pas cette constitution, nous serons les esclaves de ceux qui dirigent aujourd'hui. Et après, je vous dis la vérité, nos enfants seront leurs esclaves. Pourquoi? Parce qu'ils ont les moyens. Ce sont eux qui vont encore se faire. Pour aller aux élections, il faut avoir les moyens. Et voyez-vous ce qu'ils ont fait? Et ils ont établi le népotisme comme système de gestion. Quand ils sont là au pouvoir, leurs enfants, ce sont eux qui sont ministres, qui sont membres de leur cabinet. Et ça, je puis dire, du sommet jusqu'en bas. Et nos enfants resteront leurs esclaves. C'est pourquoi il faudrait qu'on change tout cet, qu'on fasse les tabula rasa.
qu'on ait des lois qui confortent la cohésion nationale, l'unité nationale, qui confortent, qu'on engage tous les textes. Oui, qu'on engage le changement. Chers amis, le créateur de ce pays, je pense l'avoir déjà dit ici ou ailleurs, le créateur de ce pays, Henri Morton Stanley, a dit « Sans le chemin de fer, le Congo ne vaut pas un penny. Aussi longtemps qu'on n'aura pas relié les villes, les territoires, les uns envers les autres, on n'aura pas le développement. Donc nous serons toujours en train de crier pendant que nos minéraux sont exploités, ils s'épuisent sous le sous-sol et les multinationales vont nous laisser les trous. Chers amis, je vous dis que nos enfants seront les esclaves des enfants de Kamere demain. Ils seront les esclaves des enfants de Chibala demain. Parce que ce sont eux qui sont confortés par nos textes. Donc ce sont nos textes qui ont déjà fait que, en tout cas nous allons rester dans notre pauvreté et les enfants des politiciens actuels. Donc la classe politique actuelle. Vous voyez, on a commencé avec eux depuis 2006 jusqu'à aujourd'hui. Ce sont eux qui font la ronde au Parlement. Ce sont eux qui sont là. Les quelques jeunes qui ont tenté, c'est vraiment des têtes rares. Et qui, par exemple, avaient été pris en charge par certains politiciens qui sont là. Les gens comme je puis citer... Ils ont parrainé, hein? Oui, je puis citer le nom de mon jeune frère et mon ami, Guy Mafuta, qui a été sous les pieds de Maker Mongo et qui s'est fait élire aujourd'hui. Et Maker est toujours... il n'avait pas postulé, suivant le mot d'ordre du PPRD, mais sinon, s'il avait postulé, il serait là. Donc, vous comprenez que les gens ont mis en place un mécanisme, un procédé, pour que nous restions des esclaves et eux deviennent nos colonisateurs. Donc voilà pourquoi il faut changer la Constitution. Mon cher ami, si on ne change pas la Constitution, Tshisekedi n'aura pas rendu un bon service à cette nation. Si Tshisekedi veut... Mais vous avez suivi ici, on a parlé de Olivier Kamitatou, qui en 2010 était pour le basculement de la RDC dans un régime présidentiel, et aussi il disait que les 5 ans étaient insuffisants pour qu'un président de la République puisse accomplir son programme. Aujourd'hui, vous voyez les levées des boucliers au sein de l'opposition, l'Église catholique vend debout contre l'initiative du changement de la Constitution, Joël Kadé. Est-ce qu'ils ont donné la raison? Et pour que l'Église catholique s'exprime, c'est lorsqu'il y a l'Assemblée générale des évêques. Ce sont des individus qui ont donné leur point de vue, suivant leur attirance politique, leur tendance politique, et ils sont connus. Charles Kinkankou, cette constitution qui consacre le multipartisme, Mobutu savait, quand en 1990, on lance le multipartisme, on avait privilégié le multipartisme à 3. Et aujourd'hui, quand vous regardez notre microcosme politique, nous avons 2 blocs. L'union sacrée d'un côté et l'opposition de l'autre côté. Pourquoi ne pas changer cette constitution pour revenir à ça? On va nous épargner de 900 partis politiques. Vous avez déjà vu ça où, cher ami? Là, toucher les 220 qui interdit qu'on ne peut pas toucher au pluralisme politique. Non, le pluralisme politique restera parce que, en théorie, sur le plan légal, Charles Kinkankou, c'est le multipartisme. Mais sur le plan pratique, nous sommes en face de combien de camps? On a 2 camps. Pourquoi ne pas adopter ce qui est, par exemple, aux États-Unis ou en France, à travers ce que j'ai appelé moi, avec Nazem Nazembe, la démocratie consensuelle, où vous avez les gagnants et vous avez les perdants qui co-gèrent la République. Et chacun répond de ses responsabilités devant une seule Assemblée nationale. Et on supprime toutes les institutions budgétivores. On supprime les ministères de la communication et médias. On gardera un porte-parole du gouvernement, point barre. Parce que les attributions, il y a chevauchement entre les attributions du ministre et celles du Conseil économique et social. Au niveau de la loi, on peut la régler. Les questions du ministère. Ici. Non, c'est consacré dans la Constitution. Donc on a cité les institutions d'appui à la démocratie. Ce n'est pas une loi qui peut le changer. Autre élément que je vais vous ajouter. Charles Kinkankou, est-ce que vous savez que nous avons une catégorie de population qui ne suit pas ces débats? Alors qu'il y a une langue d'ici.
ce sont les sourds-muets. Ce que nous disons, moi et vous, ici, à la télévision, ils se l'entendent. Or, dans la Constitution, il est prévu que nous avons la langue officielle, c'est le français, et les langues nationales, c'est Chiluba, Lingala, Swahili et Kikongo. Mais on doit ajouter la 5e langue nationale. Parce que le président de la République, l'année passée, pour ceux qui ne le savent pas, a présenté les dictionnaires de la langue des signes. Aujourd'hui, partez en Ouganda, et il y a la langue des signes, partez au Kenya, je crois Zimbabwe, Togo, ils ont déjà une langue nationale de signes. Ben, ça permet à ses compatriotes de nous écouter. Tous les discours que le président de la République tient, ils n'entendent pas. Absolument. Il n'y a que la RTNC qui respecte, et ce, seulement pendant le journal. Le journal, là, absolument. Pendant le journal télévisé, et celui du soir d'ailleurs. Donc comment est-ce qu'on peut avoir les populations, on dit l'égalité des chances à tous, mais on ne leur permet pas. Vous savez, qu'on arrête les sourds, quand on dit oh non, il m'a violé, on arrive devant la police, il ne sait pas parler. Quand ils vont à la maternité, pour mettre au monde les femmes sourdes muettes, elles ne savent pas échanger avec les infirmiers, elles ne savent pas échanger avec les médecins. Les sages-femmes. Quand ils sont à l'enseignement, quand ils sont dans nos écoles, il y a quelques écoles spécialisées des sourds, notamment à Kimbangu. Et pourtant, ils devaient étudier ensemble avec les autres. Tout ça, il faut changer la Constitution pour réglementer tout ça. Mais parce que c'est consacré dans la Constitution, chers frères. Les sourds ne savent pas accéder à l'enseignement, à l'éducation. Ils ne savent pas accéder aux soins de santé. Ils ne savent pas accéder en justice. Tout simplement. Or, ces questions qu'on multiplie ces dictionnaires-là, on les met à la disposition de tout le monde dès que vous rencontrez un sourd tel que nous faisons cette émission pour qu'il participe au débat. Donc, il y a quelqu'un à côté qui leur explique ce que Joël Cadet est en train de dire parce qu'il y a la langue des signes. Il peut dire bonjour, comme ça, comment ça va, et l'enfant c'est comme ça, Excellence Madame Irène et Sambo. Hein? Donc vous voyez, moi j'ai appris parce que j'ai travaillé avec eux. Hein? Mais vous ne comprendriez pas. Donc je crois, cher ami, pour permettre à cette catégorie, une autre raison, c'est celle-là. Donc, changer la Constitution, vous avez évoqué. On reviendra là-dessus sur beaucoup de points parce que vous n'êtes pas les premiers à prôner aujourd'hui l'avènement de la 4e République. Vous êtes très nombreux. Il y a des gens qui m'ont appelé, qui ont écrit des livres. Pour eux, il faut, avec ou sans Tshisekedi, basculer dans la 4e République. Alors, Joël Cadet, votre mot de la fin. J'appelle notre population, cher Charles Quint, que l'on ne puisse pas regarder le débat, la réflexion sur le changement ou la révision constitutionnelle sur la taille de Tshisekedi. Dans notre pays, dans les anciennes constitutions, celle de la loi fondamentale d'abord, la constitution de Loulouabou, la constitution de 67, avec toutes ces multiples révisions, avait fixé l'âge du président de la République à 40 ans. Mais parce qu'on avait un jeune président qui devrait atteindre 30 ans l'année des élections, on a taillé la Constitution sur mesure. Et si aujourd'hui, ceux qui sont contre le changement ou la modification voient le prolongement des mandats de Félix Antoine Tshisekedi, nous nous trompons éperdument. Si ceux qui soutiennent le changement voient également qu'ils vont continuer à profiter des beefsteaks qu'ils ont à la bouche aujourd'hui, nous nous trompons éperdument. Regardons-nous en face. Prenons ce papier. C'est un pacte social, c'est un contrat social que nous signons pour le vivre ensemble. Prenons le temps, lisons article par article, changeons cette constitution et que le président de la République prenne un engagement solennel pour dire qu'il ne va plus revenir en 2029. Parce que les élections auront lieu en 2029. Donc il ne va plus revenir. Et que Félix Antoine Tshisekedi nous donne la 4e République comme un cadeau, mais pas un cadeau empoisonné, comme celui que nous a laissé Mzee Laurent Désiré Kabila, avec l'infiltration de notre pays, avec le brassard de notre pays, avec la fragilisation
de nos services de renseignement et de sécurité que Félix nous lègue une république où on pourra s'engager pour la construction des infrastructures scolaires, aéroportuaires, ferroviaires, où on pourra engager de l'argent pour la construction de logements sociaux. Et même toutes nos capitales aujourd'hui, il faut qu'on les déplace. Il faut déplacer la capitale de Kinshasa. Et autre raison pour laquelle j'aimerais qu'on change cette constitution, qu'on déplace Kinshasa, qu'on mette Kinshasa au milieu, au centre de ce pays. Merci beaucoup, Joël Kadé. Ça a été un plaisir pour nous de vous recevoir dans cette émission. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Partagez cette émission dans vos groupes WhatsApp partout à travers le monde où vous trouvez. Mais n'oubliez pas surtout de vous abonner sur GSR Congo Télévision, votre chaîne. Nous allons nous retrouver demain dans un autre numéro de votre magazine.